Le boycott, un outil très puissant qui permet de déstabiliser les plus grands groupes depuis plus de 100 ans. Mais comment est-il apparu ? Et comment a-t-il pu évoluer avec les technologies modernes pour impacter Danone au Maroc ? Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur Intelligence Éco. Replongeons un instant dans l'Irlande de 1880. L'Irlande était alors secouée par des famines et la gronde des agriculteurs montait contre les propriétaires anglais. C'est dans le comté de Mayo qu'un certain Britannique, Charles Cunningham Boycott, gérait les terres pour un lord absent. Les fermiers sur ces terres avaient encore eu une mauvaise récolte cette année-là. Et avec le support de la Ligue agraire irlandaise, ils réclamèrent une compensation de 25% sur le loyer. Charles Boycott et son lord refusèrent les demandes des agriculteurs, et ils commencèrent à envoyer des lettres d'expulsion aux familles qui ne pouvaient pas payer. Les fermiers et la Ligue agraire rassemblèrent alors les habitants, afin de mettre en place un véritable blocus contre Boycott. Fermiers, hostiers, forgerons refusèrent de travailler pour lui. Paralysé, et commençant à craindre pour sa vie au vu de l'ampleur du mouvement, Charles Boycott fut contraint de filer à l'anglaise, escorté par la garde britannique, en laissant derrière lui un nom, Boycott. On retrouve dans ce premier cas de boycott les éléments annonciateurs du mouvement. Une situation économique tendue, de mauvaises récoltes, une baisse du pouvoir d'achat, l'intensification de la concurrence. Un organisme de représentation, une ligue, une ONG, une association, un syndicat, et un rapport de force politique, une recherche d'indépendance, une tension diplomatique avec un pays étranger ou interne au gouvernement. Le boycott est donc né il y a bientôt 140 ans. Et bien que les éléments principaux restent les mêmes, ce type d'action a pu évoluer avec les technologies de communication modernes, notamment Internet et les réseaux sociaux, comme le montre ce qui arrive à l'entreprise française Danone au Maroc. L'affaire commence en 2014. Danone avait récemment repris la majorité des parts dans la centrale laitière du Maroc. Cette même centrale laitière qui avait été sa toute première franchise alors que le pays était sous le protectorat français, avant d'être nationalisé lors de l'indépendance du Maroc en 1956. De nouveau aux commandes, Danone décide de répercuter la hausse des coûts dans le pays sur le prix de 4 de ses produits, les augmentant de 20 centimes de dirham, soit 2 centimes d'euros. Une hausse qui fut d'ailleurs suivie par l'ensemble du marché marocain dans la semaine. La colère monte au sein de la population. Cette hausse intervenait juste avant le Ramadan, où la population consomme habituellement plus de produits laitiers. De plus, en 2014, le sujet de la hausse des prix reste très sensible dans la région. Rappelez-vous, des critiques sur le coût de la vie et sur le chômage, également très important au Maroc, avaient déclenché des révoltes dans les pays voisins. Le fameux printemps arabe. Les éléments sont alors réunis au Maroc. Une situation économique tendue, chômage important, sécheresse, reprise de la centrale laitière par la France, augmentation des prix, des organismes de représentation, associations, syndicats, et un rapport de force politique. Des plaintes déposées par la France contre le patron du contre-espionnage marocain pour torture avaient récemment terni les relations diplomatiques entre Paris et Rabat. Quelques jours plus tard, ce qui devait arriver arriva. Un boycott est lancé par les associations de consommateurs contre Danone. Et oui, seulement Danone. Le boycott est renforcé par nul autre que le chef du gouvernement, Abdelillah Benkiran, qui appelle à continuer le boycott pendant 10 jours. Les réseaux sociaux, qui avaient pris une importance majeure lors du printemps arabe, qu'on avait même appelé Révolution Facebook, Révolution Twitter, ou encore Révolution 2.0, prennent le relais et augmentent l'impact du mouvement. Danone choisit de ne pas communiquer directement et préfère attendre que le boycott passe, ce qui arrive quelques jours plus tard. Mais Danone en ressort avec l'image négative d'une grande entreprise étrangère qui profite de son leadership pour augmenter ses prix. Augmentation qui fut pourtant suivie par tous les acteurs du pays. Dans ce cas, les réseaux sociaux ont servi de caisse de résonance au boycott, liant l'association des consommateurs, l'organe politique et les revendications de la population. Un précédent est ainsi créé pour Danone au Maroc. De plus, même si le mouvement s'est éteint, le manque de réaction de la part de Danone laisse une tension perdurer. Un an plus tard, rebelote. Alors que Danone avait racheté le reste des parts dans la centrale laitière, elle décide de changer le nom de cette dernière en Centrale Danone, afin de bien marquer son grand retour dans le pays. Peu de temps après, les alliances des commerçants et professionnels du Maroc lancèrent un nouvel appel au boycott.
La cause ? La hausse des prix et la taxe sur les droits de timbre, une taxe sur les paiements en espèces. Incompréhension totale de la part de Danone. L'entreprise déclare que les prix n'avaient pas augmenté depuis le boycott de l'année précédente. Quant à la taxe sur les droits de timbre au Maroc, c'est le gouvernement qui l'avait mis en place pour toutes les entreprises du pays. Danone ne faisait donc que l'appliquer. Encore une fois, l'entreprise reste en retrait et attend que le boycott meure de lui-même, par manque de résonance dans la population civile et la classe politique. Cependant, Danone commence à mesurer le danger des fake news, typiques des réseaux sociaux, ainsi que son possible rôle de bouc émissaire dans un pays en difficulté économique. Jamais 203. Le 20 avril 2018, un boycott d'une ampleur encore inédite éclate cette fois directement sur les réseaux sociaux, sans que l'on sache qui est à l'origine de ce mouvement. Le contexte est alors tendu au Maroc. Ce boycott intervient encore une fois juste avant le Ramadan, alors que la classe politique est en ébullition. Le parti au pouvoir, le PJD, est agité par un conflit interne, principalement entre 3 membres. L'ancien chef du parti, Abdelillah Benkiran, son remplaçant actuel, Saadedine El Othmani, ainsi que le ministre de l'Agriculture depuis 2007 et homme le plus riche du Maroc, Aziz Akanouche. La grande différence avec les autres boycotts est que cette fois, la campagne a été directement mise en place sur les réseaux sociaux, sans le support d'un organisme de représentation. La cible ? 3 entreprises leaders dans leur secteur. Africa, dans le secteur des stations-service, dont l'actionnaire majoritaire n'est autre que Aziz Akanouche, ministre de l'Agriculture. Sidi Ali, dans le secteur de l'eau minérale, dirigé par Myriam Ben Salah, présidente de la CEGEM, la patronne des patronnes en quelque sorte. Et Danone, comme d'habitude, dans le secteur des produits laitiers. Le boycott est impressionnant. La population veut faire baisser les prix de ces entreprises avec une action de grande ampleur. Danone tarde encore à réagir officiellement et court le risque d'une réaction à chaud. C'est précisément ce qui arrive quelques jours plus tard au Salon international de l'agriculture, lorsqu'un membre du conseil d'administration de Danone déclare à la presse que les boycotteurs sont, et je cite, « des traîtres à la nation ». Du petit lait pour les boycotteurs. Le mouvement s'empare naturellement de cette déclaration et continue d'enfler. Danone tente alors de rattraper sa boulette en s'excusant et en assurant que les prix de la marque n'avaient pas bougé depuis le premier boycott de 2014. Mais rien n'y fait. De son côté, Sidi Ali gère nettement mieux sa communication de crise en déclarant être à l'écoute des attentes des citoyens. Puis, ayant compris que le boycott symbolisait un ras-le-bol général visant aussi, et peut-être surtout, l'organe politique, fait glisser la gronde vers le gouvernement en montrant au grand public leurs marges ainsi que la taxe et impôts payés à l'État, et s'engage à baisser le prix si l'État marocain réduisait les taxes. C'est alors que les choses commencent à déraper. Danone est toujours dans la tourmente et se voit obligé de réduire de 30% ses achats de lait dans le pays pour tenter de compenser ses pertes. Voyant un risque certain pour la population au vu de l'évolution du mouvement, le gouvernement marocain s'exprime et appelle les citoyens à éviter davantage de dommages pour le secteur agricole, l'emploi et l'investissement national en général. Mais rien n'y fait. En juin, Danone est définitivement dans le rouge et émet un profit warning, prévoyant une baisse de son chiffre d'affaires de 20% et un résultat net négatif. De plus, Danone déclare être obligé de mettre fin à plus de 800 contrats pour faire face à la crise. Au lendemain de cette annonce, plus de 2000 ouvriers de la centrale Danone organisent une manifestation devant le Parlement de Rabat afin de protester contre le boycott. La présence surprise du ministre délégué des Affaires générales et de la gouvernance, Larsen Daoudi, à cette manifestation fut tellement critiquée par le boycott qu'il fut obligé de présenter sa démission quelques jours plus tard. Danone, alors au plus mal, perd sa position de leader incontesté au Maroc, au profit de la Copag, un acteur marocain soupçonné d'utiliser du lait reconstitué, pourtant interdit, afin de combler le vide laissé par le boycott de Danone. Emmanuel Faber, le PDG de Danone, fait alors le déplacement et communique via les réseaux sociaux. Assurant écouter et comprendre le message porté par ce mouvement, il lance alors une campagne de consultation qui mènera à 3 mesures. Une réduction de 30 centimes de dirham, soit environ 3 centimes d'euros, renonçant ainsi à sa marge et réduisant à néant les efforts effectués en 2014 pour augmenter le prix de 2 centimes d'euros, le lancement d'un nouveau produit en format économique, et la transparence sur le prix d'achat de son lait au Maroc. Mais le mal est fait.
Le 27 juillet 2018, Danone publie un communiqué de presse annonçant une baisse de ses ventes de 40% au Maroc au deuxième trimestre 2018. Pendant ce temps, la recherche de l'origine de ce boycott continue, afin de mieux le comprendre. C'est les services de renseignement français, la DGSE, et marocains, la DGED, qui apporteront un éclairage sur cette affaire. L'enquête menée conjointement par ces services aboutit en septembre 2018, et les conclusions favorisent la thèse d'une affaire politique, interne au Maroc, créée de toutes pièces, et dans laquelle Danone a été piégé pour faire diversion. Cette opération fut en effet menée par un cabinet spécialisé dans l'influence digitale, basé à Casablanca, et dont le nom ne fut pas dévoilé. La thèse politique étant confirmée, cette triste affaire a malheureusement jeté un froid sur les relations diplomatiques entre Paris et Rabat. Afin de bien comprendre les implications politiques, il faut remonter au départ de Abdelillah Benkiran du gouvernement. Alors qu'il est réélu fin 2016, il se trouve incapable de former son gouvernement, en grande partie à cause de Aziz Akanouche. De plus, alors que sa position est devenue très instable, les critiques répétées de Myriam Ben Salah, qui était à la tête de la CGM, le contraignirent finalement à être remplacé à la tête du gouvernement par Saad El Othmani en 2017. Ce boycott a donc non seulement porté un coup économique aux entreprises Danone, Africa et Sidi Ali, mais il a aussi et surtout dénoncé les liens entre les entreprises et la politique en focalisant la grogne contre les adversaires de Abdelillah Benkiran, à savoir Myriam Ben Salah et Aziz Akanouche. Notons aussi que la démission du ministre délégué des Affaires générales et de la gouvernance, Larsen Daoudi, semble avoir été un dommage collatéral. En effet, sa démission fut passée sous silence, il est donc toujours en poste à l'heure actuelle. Cette affaire montre que non seulement les réseaux sociaux ont le potentiel de démultiplier l'impact des boycotts, en faisant le lien entre organismes de représentation, la population et l'organe politique, mais ils peuvent même remplacer le rôle d'un organisme de représentation. Cependant, ces réseaux peuvent être manipulés par de grands groupes ou des gouvernements afin d'instrumentaliser les revendications de la population. Pour faire face à cette menace, de nouvelles compétences sont nécessaires. Veille, cartographie, analyse des risques, communication de crise, influence et contre-influence. Mais ces compétences sont encore aujourd'hui trop souvent reléguées à l'arrière-plan du fonctionnement normal en France. Même si les choses semblent évoluer dans le bon sens ces dernières années, avec une prise de conscience sociale, à défaut d'être politique, de nouvelles formations, ou encore avec la création d'une école de pensée sur la guerre économique. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt sur Intelligence Éco.